Est-ce que vous êtes bien là? Est-ce que vous m'entendez? Bonjour. J'attends d'écrire un petit peu que tout le monde arrive, tout le monde nous rejoint, il est 16 heures. Bienvenue pour cette nouvelle webconférence de l'ADI. Pour celles et ceux qui ont l'habitude de venir à ces webconférences nationales, vous savez qu'on en fait toutes les semaines, d'habitude le mardi. Qu'on veut, parce qu'on aime bien en faire, on en fait un petit peu en plus. Et donc des fois le jeudi, et là c'est aujourd'hui sur ce créneau qui permet peut-être d'avoir plus de monde qu'en journée. Bienvenue à tout le monde. Peut-être que c'est votre première webconférence. Bah, c'est un sujet assez particulier et inspirant qu'on va aborder aujourd'hui. C'est pas une formation ou un contenu technique sur la gestion de la micro-entreprise, sur la comptabilité. C'est plutôt un partage d'expérience et puis pas mal de, comment dire, Alexandre, de compétences transverses à mobiliser, voilà, des choses un petit peu, aller chercher ses ressources personnelles. Et vous voyez donc comment on peut aller créer son propre emploi et son entreprise à partir de rien, avec point d'interrogation, est-ce que vraiment c'est à partir de rien? Toujours quelque chose. Euh, troisième fois pour Virmi, oui, je me rappelle de vous. Bienvenue à tous celles et ceux qui arrivent encore. Et ben, vous savez, on aime bien inviter des partenaires, des personnes qui sont extérieures à l'ADI, mais qui ont un vrai savoir-faire sur leur cœur de métier pour animer avec nous les webconférences. Aujourd'hui, c'est Alexandre de Live Mentor, qui est un organisme de formation. Je vais te laisser te présenter, peut-être Alexandre, et puis dérouler la présentation. Moi, je reste dans le chat, n'hésitez pas à poser toutes vos questions à Alexandre, et puis on va prendre du temps pour répondre au fur et à mesure aux questions, et puis voilà, on a vraiment du temps pour ça aujourd'hui. Je te laisse Bah, la merci parole. beaucoup pour l'introduction. Salut à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver en ce jeudi après-midi. N'hésitez effectivement pas du tout à poser toutes vos questions pendant la présentation dans le chat. Moi, j'adore faire des conférences en ligne qui sont les plus interactives possibles, où je peux m'arrêter, prendre des questions qui ont été posées, y répondre, reprendre le fil de la présentation. Donc, vraiment, allez-y, ce chat, il est pour vous. Et le thème qu'on a choisi avec l'ADI, c'est comment entreprendre à partir de rien. Alors, qu'est-ce que ça veut dire à partir de rien? Ça veut dire principalement à partir de pas de budget. Voilà, c'est une question très économique hein, qui va euh, nous interroger ici. En réfléchissant un peu à ce que je voulais vous raconter aujourd'hui, bah, j'ai pensé à évidemment la création de mon entreprise Live Mentor il y a 11 ans. 11 ans, j'ai créé Live Mentor avec un capital de départ qui était de 100 euros. Donc, je me rappelle que le premier comptable qu'on avait m'avait dit oh non, on ne peut pas créer une entreprise avec 100 euros de capital de départ. Ça ne fait pas très sérieux d'avoir un capital social initial à 100 euros. Et je lui avais dit bah oui, mais moi j'ai à peu près euh, aucune expérience professionnelle à part un stage de 6 mois. Donc, j'ai jamais gagné d'argent, j'ai jamais reçu un salaire, donc j'ai jamais mis d'argent de côté. Euh, je ne veux pas demander à mes parents d'investir dans mon entreprise. Donc, concrètement, à part avoir fait des petits jobs étudiants, j'ai quasiment rien à investir. Et en plus, j'avais deux associés. Donc, en fait, moi, j'ai mis 34 euros et mes deux associés ont mis 33 euros chacun. Bon, donc au total, à trois, on a réuni 100 euros et on était très contents quand même. C'est surtout pas une présentation où je vais vous raconter que ça a été facile de créer une entreprise à partir de 100 balles. Ça l'a pas du tout été. Les 4-5 premières années de l'entreprise ont été très difficiles. Je n'arrivais pas à me verser un salaire tous les mois. Puis au final, il y a des choses qui se sont débloquées et aujourd'hui, l'entreprise compte quasiment 100 salariés, 150 freelances, réalise 15 millions d'euros de chiffre d'affaires par an. Donc, c'est possible. Et ça, c'est mon exemple. Il y a plein d'autres exemples que je vais montrer dans la présentation
beaucoup plus intéressant et instructif parce que moi, j'ai fait beaucoup de conneries. Donc, il ne faut pas essayer de prendre mon exemple. Plein de choses que je vais présenter durant cette présentation, je ne les ai pas appliquées parce que je ne les connaissais pas à l'époque. Donc, j'ai fait vraiment beaucoup d'erreurs. Et donc, mais par contre, la chance que j'ai eue, c'est de rencontrer au fil du temps plein d'entrepreneurs qui, eux aussi, n'avaient pas d'argent de côté, ne venaient pas pardon, de familles d'entrepreneurs, se lançaient, quel que soit l'âge, sans budget important, mais en pensant le projet d'une certaine manière, en pilotant leur activité commerciale d'une certaine manière, en gérant leur flux financier d'une certaine manière, ont réussi à entreprendre à partir de rien. Donc voilà, je suis très content de vous présenter ça aujourd'hui. Et puis, on va démarrer. Dans les différentes questions, je te laisserai peut-être, Simon, prendre la question sur les personnes qui peuvent être garants pour les prêts, parce que ça, je n'ai pas la réponse moi. Et effectivement, Virni, on va se poser la question du type d'activité les plus propices à lancer quand on n'a pas beaucoup de budget. Et tu mentionnes la question du local. Et c'est vrai que si on a vraiment un budget qui est petit, la première activité entrepreneuriale à lancer, ce n'est pas forcément un restaurant. Ce n'est pas forcément un commerce local. Ça va être plus une activité peut-être en freelance où on vend son temps, mais on a très peu de capital de départ à investir. C'est le genre de choses qu'on va traiter dans la présentation qu'on a sous les yeux aujourd'hui. Donc, le premier point que je voulais vous présenter, ça y est, les slides sont bien passés, c'est qu'Internet a réduit drastiquement le coût de création d'une entreprise. Et ça, c'est vraiment un élément à prendre en compte. Avec Internet, on peut créer un site, se référencer, se faire connaître et toucher des personnes partout en France, partout en Europe, partout dans le monde. C'est la magie d'Internet. Et créer un site Internet, ça coûte 20 € d'acheter un nom de domaine, ça coûte quelques dizaines d'euros d'acheter un template sur WordPress. Il est possible aujourd'hui de faire un site Internet sans aucune compétence technique. Un site Internet vitrine qui présente une activité de thérapeute, de freelance, même un site e-commerce aujourd'hui, avec des outils comme Shopify, qui coûtent un abonnement mensuel quand même de 20-30 €, mais ça permet de piloter une activité e-commerce, de gérer des commandes, d'avoir des notifications envoyées automatiquement aux fournisseurs, de gérer des envois. Et ça, c'est quand même assez fantastique, quoi. Il faut vraiment reconnaître ça. Internet réduit drastiquement le coût de création d'une entreprise. Si on était 50 ans en arrière, je ne sais pas si j'oserais affirmer que démarrer à partir de rien est possible. Je pense que je ne l'affirmerai pas. Vous voyez que c'est beaucoup plus compliqué avant qu'aujourd'hui. Alors, il y a un exemple que je trouve super intéressant, c'est celui de Chanty Beryl, qui est la fondatrice de Chanty Biscuits. Qui connaît cette marque de biscuits? Est-ce que certains en ont déjà entendu parler sur les réseaux sociaux? Ah, c'est un peu moitié-moitié, j'ai l'impression. Ah, ou peut-être 2 tiers non, 1 tiers oui. Il y a quelques-uns qui connaissent quand même. Ah non, pas tant que ça au final, je pensais un peu plus. Ça fait partie des témoignages, enfin en tout cas son parcours, qu'utilisent beaucoup mes collègues de la communication de l'ADI quand elles Oui, vont faire des interviews, des entretiens avec les entrepreneurs qui ont été accompagnés par l'ADI. Tu vois, ouais. un peu, en mode success story, en même temps, c'est possible justement sans aller chercher non plus très très loin une success story, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, tout à fait. Non, mais c'est quelqu'un qui est basé dans le sud de la France, à Aix-en-Provence, qui vient de sortir ce livre que je vous recommande qui s'appelle La vraie histoire de Chanty Biscuits. Donc, elle s'appelle Chanty Beryl et sa marque s'appelle Chanty Biscuits. Donc, elle fait des biscuits personnalisés. Donc, par exemple, c'est le genre de biscuits
que vous pouvez commander et vous mettez un message bonne fête des pères ou joyeux anniversaire ou vous mettez un message rigolo pour votre amoureux, amoureuse ou pour des amis. Voilà, c'est ça que fait Chantilly Biscuit. Et elle a démarré en faisant effectivement les biscuits dans sa cuisine, sans avoir fait d'études, sans argent, sans même avoir l'impression de monter une entreprise. 10 ans plus tard, l'usine produit plusieurs millions de biscuits par an. Et moi, je suis allé visiter les locaux de l'entreprise. C'est incroyable parce que vous avez des machines à faire des biscuits. Vous avez vraiment l'impression d'être dans Charlie et la chocolaterie. Je ne sais pas si vous avez vu ce film. Et moi, je trouvais ça super émouvant de voir ce qu'on est capable de créer en 10 ans, d'être passé de sa cuisine d'appartement de 30 mètres carrés à ce qu'elle appelle la Chantilly Factory, donc l'usine Chantilly Biscuit, où il y a des milliers de biscuits qui sont faits. Vous voyez la pâte à biscuits qui arrive, etc. Et donc ça, c'est des histoires vraiment inspirantes parce que ça permet de voir que oui, on peut entreprendre à partir de rien. Après, il y a plein d'étapes qu'il faut passer progressivement, mais c'est possible. Avant de continuer le fil de la présentation, je réponds à la question d'Élodie qui nous demande pour les noms de domaine, il y a plusieurs prestataires. Y a-t-il certains à favoriser? Écoute, moi j'aime beaucoup Gandhi. Voilà, j'aime bien acheter des noms de domaine sur Gandhi, c'est une boîte française. Je vais mettre le lien dans le chat. Si c'est OK pour toi, Simon, je peux mettre le lien dans le chat, hein. Oui, bien sûr, pas de souci pour partager Alors voilà. les bonnes pistes. Donc C'est un sujet Gandhi, qui revient beaucoup hein, sur les confs de l'ADI, sur les sites e-commerce, etc. Donc, il y en a un qui est ouais, prévu d'ailleurs en juillet, et n'hésitez pas à venir. Mais allez faire un petit hop. peu le benchmark. Gandhi.net.fr, c'est vraiment bien. Partir de rien, mais partir d'une passion. C'est le premier thème que je voulais aborder aujourd'hui. On peut partir de rien, mais alors attendez, je rebondis sur le message de Zacharia. Donc Zacharia, malin, est allé voir le capital social de Chantilly Biscuit. Et parce qu'il y a des sites sur Internet comme société.com où on peut trouver le capital social. Et tu trouves qu'effectivement, le capital aujourd'hui, en 2023, est de 7 608,89 euros. Et ce capital, ce n'était pas le capital initial. Il a C'est été un capital revalorisé. qui a été revalorisé, qui a été mis à jour. Donc attention, quand vous allez voir justement les capitaux de certaines entreprises aujourd'hui, ne vous faites pas de crise de confiance, de crise de légitimité en vous disant oh mon Dieu, mais c'est énorme, je vois 20 000, 30 000, 100 000 euros. Mais en fait, parce que la boîte a grandi et donc c'est recapitalisé. Il y a peut-être eu des prêts bancaires, des levées de fonds, on peut avoir plein de choses qui expliquent l'augmentation du capital social. Ce qui compte, c'est le capital initial, hein, ce qu'on a mis. Bah, Chantilly, c'était quasiment rien. C'était comme moi sur des centaines d'euros, pas plus. Euh, mais donc, par contre, elle n'avait pas d'argent, mais elle avait une passion. Elle avait une vraie passion pour les biscuits, une vraie passion pour la cuisine. Et ça, c'est la première chose qu'il faut travailler quand on veut se lancer à partir de rien. C'est se dire, OK, j'ai pas d'argent, mais ce sujet-là, il me passionne et je vais devenir imbattable là-dessus. Et ça vaut beaucoup d'argent. Ça vaut tout l'argent du monde. Vous avez une passion pour la décoration d'intérieur. Vous avez une passion pour euh, l'éducation. Vous avez une passion pour les biscuits. Vous avez une passion pour l'artisanat XYZ. Cette passion, elle va vous permettre de tout mieux faire que les autres, de mieux penser les produits, de mieux penser les services, de mieux penser la relation avec les clients. Et je peux vous assurer que moi, je vois tout le temps, dans certains secteurs, des passionnés qui gagnent, même s'ils ont beaucoup moins d'argent que d'autres concurrents qui, eux, arrivent avec une logique plus business, en se disant, tiens, ça c'est un marché porteur, mais qui ne sont pas forcément passionnés par le sujet. Et même s'ils ont beaucoup d'argent, eh ben, ils se prennent les pieds dans le tapis parce qu'ils ne savent pas comment le dépenser.
Donc, c'est pour ça que la méthode Ikigai, je la trouve très intéressante parce qu'elle permet de se recentrer d'abord sur sa raison d'être. L'histoire de la méthode Ikigai, c'est un village de centenaires au nord d'Okinawa. Les deux auteurs de ce livre vont visiter le village et se disent, mais comment ça se fait qu'ils vivent aussi longtemps? Et ils se rendent compte que si ces centenaires réussissent à vivre aussi longtemps avec de la motivation, de l'énergie, c'est parce qu'ils ont trouvé leur raison d'être. Et ils ont un mot pour ça qui s'appelle Ikigai, à savoir ce qui nous emplit de bonheur et nous pousse à rester actifs. Et donc, ils en ont sorti un livre qui s'appelle La méthode Ikigai, que je vous recommande vraiment, qui est absolument passionnant, qui explique que l'ikigai, c'est donc le sens de la vie, c'est ce qui nous fait lever le matin avec enthousiasme, c'est ce pourquoi la vie mérite d'être vécue. Ça évolue en fonction de la phase de la vie dans laquelle on se trouve. Donc ça, c'est intéressant aussi de bien garder ça en tête, parce que parfois, on se fait des nœuds au cerveau, on se dit, non, mais moi, j'ai pas de passion. À l'école, le conseiller d'orientation, il me posait la question, je ne savais pas quoi répondre, alors que j'avais d'autres camarades de classe qui, eux, dès leur plus jeune âge, savaient qu'ils voulaient être pompiers, infirmiers ou que sais-je. Moi, je ne sais pas trop. En fait, c'est dynamique, l'ikigai. C'est complètement dynamique. Et c'est un outil qui permet de rester en harmonie. On va le passer en revue là dans un instant. Ça se poursuit tout au long de sa vie. Donc, comment on travaille dessus? En prenant le schéma de l'ikigai et en se disant où est l'intersection entre ce que j'aime, ce pourquoi je suis doué et ce pourquoi je peux être payé alors que le monde en a besoin. Ce que j'aime, ce pourquoi je suis doué, ce pourquoi je suis payé, ce dont le monde a besoin. Alors, vous voyez qu'il y a des cercles intéressants. Par exemple, ce que j'aime et ce pourquoi je suis doué, c'est une passion. Ce que j'aime et ce dont le monde a besoin, c'est une vocation. Ce dont le monde a besoin et ce pourquoi je suis payé, c'est une mission. Je suis missionné. Ce pourquoi je suis doué et ce pourquoi je suis payé, c'est une profession. Et à chaque fois, on voit bien que si on n'est pas totalement au carrefour entre les quatre cercles, il y a un truc qui ne va pas. Par exemple, dans la passion, on est satisfait, mais on a l'impression que ce n'est pas tant utile que ça, parce que le monde n'en a pas besoin. Et puis, on n'est pas payé. Dans la vocation, il y a du plaisir et de la satisfaction, mais de la précarité, parce que je ne suis pas payé pour ça. Dans ce pourquoi je suis payé et ce dont le monde a besoin, il y a de l'excitation, il y a de l'autosatisfaction, mais il y a une sorte d'incertitude. Est-ce que vraiment je suis bon pour ça? Est-ce que j'aime vraiment ça? Et la profession, c'est le cas de beaucoup de gens malheureusement en France. Je suis doué, je fais bien mon travail, je suis payé, c'est confortable, mais je me sens un peu vide parce que j'aime pas profondément ça et je suis pas sûr que le monde en ait besoin. Donc, par exemple, c'est le cas de centaines de personnes que j'ai accompagnées moi ces dernières années qui ont des jobs, par exemple, dans des bureaux à la Défense ou ailleurs. Ils sont bons dans ces boulots-là, ils sont payés, mais ils se sentent vides, quoi. Il y a un ennui profond. Les questions à se poser. Alors, je vous les liste et puis j'avance un petit peu parce qu'en fait, on a prévu un programme tellement gros qu'il va falloir que j'accélère un petit peu. C'est des questions qui permettent de définir, de trouver son Nikigai. Ok. Quelles sont les activités qui me nourrissent et me ressourcent? Première question. Quels sont les moments qu'on appelle de flow, à savoir des moments de concentration où je ne vois pas le temps passer? Quelles sont les tâches et missions qui me stimulent dans mon travail? Quels sont mes intérêts professionnels? Qu'est-ce que j'aime faire dans mon temps libre? Quels sont mes 3 livres et films préférés? Qu'est-ce qui m'attire particulièrement dans ces histoires, ces livres et ces films? C'est quoi mon coup de cœur là-dedans? Voilà les premières questions. Donc, vous voyez qu'on n'est pas du tout, et je vais insister là-dessus, sur des questions comme quelle est la bonne idée d'entreprise? C'est quoi la bonne idée d'entreprise à créer en 2023? Moi, ça me rend fou, ce genre d'article.
Vous savez, chaque année, il y a des couvertures de magazines, on passe dans la rue, on voit sur les kiosques les idées de business à monter. Mais c'est horrible en fait, parce que ce n'est pas une approche qui part de l'entrepreneur. Ça ne part pas de vous. Et si au sein de vous-même, vous n'avez pas une passion profonde pour le sujet, vous tenez jamais la distance. C'est trop dur. C'est trop fatigant. Ça demande trop d'énergie. Alors que si vous créez une boîte autour d'un sujet que vous adorez, tout va être 1000 fois plus simple, ça va passer beaucoup plus vite. Est-ce que ça vous parle, là, ce que je viens de partager? Est-ce que ça résonne avec certains d'entre vous? Peut-être qui ont déjà lancé leur projet, peut-être qui hésitent à le faire. Mais c'est vraiment essentiel d'avoir ce déclic, genre, je pars de moi et pas de l'extérieur. Et donc, j'arrête toutes ces listes à la Prévert d'idées d'entreprise, de business. Je sais pas là, par exemple, en ce moment, tout le monde parle de chat GPT. Voilà, donc, genre, tout le monde dit qu'il faut faire de l'intelligence artificielle. Mais si vous n'en avez rien à faire de l'intelligence artificielle, et ce qui est par exemple mon cas, ça sert à rien de se mettre dessus. Enfin, ce serait complètement contre-productif en fait. Ouais, ça parle, hein. Je me permets en même temps de te poser une question, Alexandre. C'est alors Bien sûr. clairement la bonne idée rentable à la mode versus l'activité passion. Ok, mais l'activité passion, ça veut pas non plus dire tout le temps être révolutionnaire. Non, absolument Ah, pas. d'accord. Parce Ça ne veut pas qu'on a dire être. beaucoup de créateurs qui sont j'ai une idée, personne ne l'a jamais eue, du coup c'est porteur. Mais une Non, activité porteur n'est pas forcément révolutionnaire. mais, Vice versa mais, d'ailleurs. mais complètement, complètement, complètement. Pas forcément révolutionnaire. Euh, on a besoin de plus de restaurants, on a besoin de plus de boulangeries, on a besoin de coiffeurs, on a besoin de sites e-commerce, de décoration d'intérieur, on a besoin de formation en ligne ou en présentiel, on a besoin de thérapeutes. Il n'y a rien de révolutionnaire là-dedans. Enfin, en fait, si on regarde les idées révolutionnaires, il y en a quelques-unes par an. Elon Musk, quand on voit ses fusées dans l'espace, vous voyez ce que je veux dire? Mais en fait, c'est ça qui est très embêtant en fait, dans la culture entrepreneuriale, c'est que on met comme modèle d'entrepreneuriat des gens qui ne sont pas représentatifs du tout de ce qu'est l'entrepreneuriat. Chanty Biscuit, c'est pas révolutionnaire. Biscuit personnalisé, comme le dit Sandrine dans le chat. Totalement raison. Ok. Alors, continuons avec les questions. Il y en a d'autres. Pour aller bien, de quoi le monde a besoin? Quelles sont mes valeurs? Quelles sont les causes que j'ai à cœur de défendre? Quelles traces est-ce que je souhaite laisser sur Terre? Ok. On est sur d'autres types de questions, hein. Vous voyez la différence, hein. Quelles sont mes valeurs? Quelles sont les causes que j'ai à cœur de défendre? De toute façon, vous aurez le replay avec l'accès aux slides pour pouvoir bosser dessus, hein. Vous inquiétez pas si vous n'avez pas le temps de tout noter. Troisième série de questions. Savez-vous comment votre entourage vous perçoit? Que dit-il de vous? Quelles sont vos qualités distinctives? Qu'avez-vous réussi dans votre vie? C'est très large. J'ai réussi à entrer une personnalité, j'ai réussi à diriger une équipe, j'ai réussi à être performant dans ce métier-là. J'ai réussi à contacter quelqu'un par téléphone que je ne connaissais absolument pas. Donc ça montre ma capacité à me créer un réseau. J'ai réussi à organiser un voyage. Qu'est-ce qui vous semble particulièrement facile, simple, intuitif à réaliser? Pour Chanty, c'était faire des gâteaux, hein, vous voyez. Ça peut mener très loin. Et enfin, question numéro 4. Quelles sont les compétences apprises, utilisées dans vos anciens métiers? Avez-vous envie de les conserver? Peuvent-elles vous servir pour développer d'autres projets? Quelles aptitudes personnelles avez-vous exploitées ou développées dans vos emplois? Quelles sont vos expériences extra-professionnelles? Quelles aptitudes personnelles avez-vous exploitées ou développées? Quel est votre salaire minimum d'équilibre de rêve? 3 salaires, minimum, équilibre et rêve. Voilà la dernière série de questions. Alors ici, je crois que ce qui est important à dire, c'est deux choses. Un, ce n'est pas le CV qui compte, ce sont les compétences acquises. Et malheureusement, trop souvent, je vois des néo-entrepreneurs qui s'auto-sabotent, qui disent bah, j'ai bossé, n'importe quoi, hein, dans
les process logistiques. Et je veux maintenant me lancer dans la communication. Ça n'a rien à voir, je suis absolument pas légitime, mon métier, ma fiche de poste n'a rien à voir. Oui, mais en fait, c'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est quelles sont les compétences qui ont été développées dans cet ancien métier, dans les process logistiques. Savoir gérer un projet, savoir recruter, savoir euh, planifier une stratégie. C'est des compétences extrêmement utiles quand on se lance dans l'entrepreneuriat. Donc, ne faites pas un rejet total et absolu de votre passé. Certains, peut-être, ont déjà posé une démission, certains sont en rupture co, certains, peut-être, ont même quitté leur ancienne entreprise dans des conditions compliquées, quoi, suite à un burn-out ou un conflit avec la direction. OK, mais ça ne veut pas dire que tout est à rayer d'un trait. C'est justement le moment de se replonger dans le passé et de se dire qu'est-ce qui m'a fait grandir, qu'est-ce que j'ai acquis comme compétences pour les réutiliser. Vous voyez la différence de positionnement? Alors, quelqu'un veut que je remette les questions 2 sur 4. Voilà, pour aller bien, de quoi le monde a besoin, quelles sont mes valeurs, quelles sont les causes que j'ai à cœur de défendre, quelles traces est-ce que je souhaite laisser sur Terre. Et je vérifie juste quelque chose. On a fait donc les questions. Tac, tac. Et on va passer à la deuxième partie. OK, en accélérant un petit peu parce qu'il nous reste pas mal de choses à voir. C'est clair pour tout le monde cette première partie? Très bien. Alors, passer de la réflexion idée à la réflexion problème, ça c'est super important. On vient de faire tout ce travail sur l'ikigai, donc notre raison d'être, et on n'a aucune idée d'entreprise. On se connaît beaucoup mieux, on connaît nos forces, on sait ce qui nous passionne, mais peut-être on n'a aucune idée. C'est rarement le cas, hein. Après avoir répondu à toutes les questions que je viens de vous donner, les idées, elles germent très vite. Mais quand même, au cas où on n'a aucune idée après avoir répondu à toutes les questions des slides d'avant, ben, j'ai quand même une solution. Cette solution, c'est de rappeler que tout part d'un problème. Toute bonne entreprise part d'un problème. Donc ça, j'ai mis une photo d'un taxi, d'un petit, je ne sais pas comment ça s'appelle, le truc que les taxis ont au-dessus du taxi là. Très bonne question. C'est une sorte d'interrupteur, je ne sais pas comment. Si quelqu'un sait dans le Le chat peut nous gyrophare, aider. le gyrophare, mais qui n'est pas gyro. Une sorte de gyrophare, ouais. Euh, en fait, j'ai mis ça parce que ça explique comment est née l'idée de Uber et donc du coup de toutes les plateformes qui sont venues après pour réserver un taxi à la demande. D'ailleurs, maintenant, même les compagnies classiques de taxi comme G7, elles ont leur application pour réserver un taxi. Le problème initial qu'a rencontré le fondateur d'Uber, c'est qu'il était en retard pour une conférence à Paris. Il venait d'arriver à Paris et il n'arrivait pas à trouver un taxi disponible. Il n'y arrivait pas. Il voyait que des plaques rouges, quoi. Et il s'est dit, mais c'est pas possible. Ce problème-là, il est insupportable. Il faudrait que je puisse, avec mon téléphone, localiser les taxis qui sont près de moi. Il y en a sûrement certains qui passent dans d'autres rues, mais qui ne me voient pas. Il faudrait que je puisse les voir sur le téléphone et leur envoyer un signal. Il a vécu le problème. Et c'est comme ça que l'idée est arrivée. Et donc, ce que je vous propose de faire, c'est de regarder tous les problèmes qu'il y a autour de vous. Vous pouvez regarder par exemple à l'étranger. Qu'est-ce qui existe à l'étranger qui répond à un problème, mais ce problème existe toujours en France, il n'y a pas de solution en France.
à ce problème-là. Deuxième réflexion, qu'est-ce qui pourrait être fait différemment dans un métier que je connais? Doter un cabinet de design d'intérieur d'outils informatiques pour prendre plus de clients, un distributeur automatique de pizza né du croisement des distributeurs de sucreries et des camions pizza itinérants. Regardez l'implantation locale d'un métier, qu'est-ce qui existe ailleurs mais pas encore dans ma ville? Épicerie vrac et bio, une conciergerie de location saisonnière. Il faut vraiment prendre ce muscle de trouver des problèmes, observer des problèmes, pas des idées, mais des problèmes. OK? Et ensuite, je décris chaque problème comme une histoire. Par exemple, je veux acheter un billet de train en gare après avoir raté mon train. C'est un problème, voilà, un problème. Moi, je l'ai vécu plein de fois, ce problème. J'arrive 10 minutes en retard, j'ai manqué mon train. Je veux racheter un billet. C'est long, je fais la queue, c'est compliqué. Je dois expliquer ma situation à la personne au guichet. J'avais le train X, Y, Z, je l'ai manqué. Vous écrivez vraiment chaque problème comme une histoire pour bien sentir où est-ce que ça bloque. Et ça, c'est ce qui vous permet à la fin d'avoir une vraie idée d'entreprise. Parce que vous avez un problème qui est bien décrit de A à Z. OK? Et Harmonie, on va arriver effectivement à comment lancer avec peu de capital de départ. Là, on est encore à la phase de l'idée, on avance. OK, top. Je regarde si je n'ai pas oublié quelques questions. C'est un peu la même question pour Awa. On va traiter ça dans un instant. Donc, une fois qu'on a fait les travaux sur l'ikigai et une fois qu'on a fait le travail sur les problèmes, comment se lancer? Moi, je recommande toujours le side project. Ce qui veut dire lancer en parallèle d'un emploi salarié, d'un job alimentaire. Je ne vais pas prendre de risques, je ne vais pas mettre tous mes œufs dans le même panier, je ne vais pas sauter à pieds joints depuis un précipice. Non. Je vais d'abord tester mon idée avec une page d'atterrissage, on appelle ça landing page en anglais. C'est un élément essentiel de la campagne publicitaire. Votre internaute a suscité un intérêt pour votre publicité, il a vu une publicité et il trouve ça intéressant. La landing page, elle va essayer de valider cet intérêt et amener l'internaute à faire l'action, pardon, il y a une petite coquille, que vous attendez. Pour construire la landing page, on va essayer d'être très simple. Une phrase d'accroche, une courte description, un call to action, c'est un bouton pour cliquer dessus, et des éléments de réassurance. Un seul objectif ici, convaincre l'internaute de l'intérêt de l'offre. Donc, si on fait le cas de Uber, imaginons, accroche, vous voulez trouver un taxi maintenant près de là où vous êtes. Courte description, téléchargez notre application qui va vous permettre de voir les taxis dispo près de chez vous. Call to action, téléchargez l'application. Élément de réassurance, déjà utilisé par 100 000 personnes. Élément de réassurance, on n'attaque pas vos données privées. Élément de réassurance fait par un entrepreneur passionné par le sujet. Élément de réassurance X, Y, Z. Pourquoi est-ce qu'on vous fait confiance? Vous n'avez ici qu'un objectif, convaincre votre internaute de l'intérêt de votre offre. La landing page, c'est avec ça que je teste, moi, toutes mes idées d'entreprise. Ça fait une différence majeure. Et vous n'avez pas besoin d'avoir construit quoi que ce soit, à part la landing page. Vous êtes au stade où vous voulez mesurer l'intérêt autour de ce problème. C'est la méthode vraiment des petits pas. J'appelle aussi ça la méthode du skateboard, à savoir un peu la méthode, vous savez, de cette planche à roulettes. Bah oui, ça permet d'aller moins loin qu'un vélo, moins loin qu'une voiture, moins loin qu'un train, moins loin qu'un scooter, mais ça permet déjà d'avancer. Et c'est beaucoup plus facile à construire qu'une voiture, qu'un vélo, qu'un scooter. C'est juste une planche en bois avec des roues en dessous.
OK? Donc, les exemples de call to action pour répondre à la question de Thibaut sur une landing page, ça va être des trucs très simples en fait. On va demander aux gens de laisser leur email, de laisser leur numéro de téléphone. On ne va pas leur demander au niveau de la landing page d'acheter quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? On va leur demander peu de choses en fait. Alors, je crois que Simon a disparu. Je ne sais pas si c'est normal, mais ok, Thibaut, vous Je suis là, m'entendez encore, moi? C'est je bon, vous suis là. m'entendez? Ah, Simon est là, ok. C'est bon. J'avais peur Je disparais pas. j'avais peur qu'il y ait Je suis qu'il y juste ait un derrière bug. toi. Ok, très bien, pas de souci, pas de souci. Euh, donc voilà, c'est ce que je voulais vous présenter sur la landing page. Est-ce que c'est clair? Je vous ai mis ensuite une structure en termes de design pour que ce soit super simple. Voilà, titre accrocheur, texte court, call to action, vidéo. Faire une vidéo présentée. Qu'est-ce que je suis? Qui je suis? Pourquoi je le fais? La landing page permet donc de se composer un listing de futurs prospects. Ah oui, Tout à c'est fait. le double effet, quoi. Ouais, exactement. C'est-à-dire qu'à la fois, vous savez que vous avez une bonne idée, s'il y a beaucoup de gens qui sont séduits par la landing page, et aussi ça vous permet de composer une liste de personnes intéressées. Donc ensuite, vous allez construire le produit et le service, et vous aurez déjà des gens comme clients, des clients qui vous attendent. OK. Les outils pour construire la landing page, pas besoin d'être un développeur expérimenté, pas besoin de maîtriser les outils informatiques. Voici une liste d'outils qui vous permettront de construire votre page rapidement. Je vois que je fais plein de fautes d'orthographe, je déteste ça. MailerLite, Get Landy, Lender App, Get Response, voilà, vous avez tous les liens, vous avez tout ce qu'il faut. On est bon sur la landing page, on passe à la suite. Je pense que ça a l'air pas mal. Tout le monde a l'air de suivre. C'est OK, on a répondu à ta question, Rodolphe. Tu me diras. Alors, on avance toujours dans notre idée d'entreprendre à partir de rien. On veut pas se planter sur le produit qu'on va lancer. La landing page va beaucoup nous aider, mais on peut aussi réduire fortement le risque d'échec sur le produit via les interviews utilisateurs. Et pour vous parler de ça, sans donner les noms évidemment, mais je peux vous parler de 2 entrepreneurs que j'avais accompagnés, qui étaient venus me voir dans une situation difficile en me disant: Alexandre, bon, bah, nous, on avait des très gros postes avant, on n'est pas parti de rien. On avait 80 000 euros de capital de départ, c'est énorme. Je pense, moi, à mes 34 euros. Et on voulait monter une marque de vêtements de randonnée. Et on avait un design en tête. Euh, on est parti en production. On a mis les 80 000 euros en stock. Problème, depuis qu'on essaye de vendre, on se rend compte que la veste de randonnée qu'on avait imaginée, personne n'en veut. Donc on a 80 000 euros sur les bras de stock. Ah, là, il y a un gros problème. Là, il y a un gros, gros, gros problème. C'est tout ce qu'on ne veut pas faire, ça. Et pour éviter ça, pour éviter de se planter sur le produit, on peut faire des interviews utilisateurs. C'est ce qu'on va voir dans un instant. Zacharia pose une question intéressante. Comment être sûr que la landing page sera suffisamment visible et consultée sur Internet? Alors, s'il y a plusieurs méthodes, Zacharia, il y a la diffuser dans des communautés privées, des groupes Facebook, des forums. Il y a l'envoyer à certains influenceurs sur les réseaux sociaux. Il y a en parler sur des blogs en faisant des articles invités. Il y a investir un tout petit peu d'argent en publicité pour envoyer du monde sur cette landing page. Voilà quelques éléments de réponse. Bien sûr, Harmonic, la landing page peut être créée avant la création administrative de l'entreprise, évidemment. Combien de temps avant est-ce qu'on essaie de la lancer? Le plus tôt possible. Le plus tôt possible. Et après, elle pose une question intéressante. Elle dit, c'est quoi le temps maximum d'attente pour le public? En fait, il n'y en a pas.
Il n'y en a pas. Mais à condition que tu communiques avec les personnes qui se sont inscrites sur la landing page. C'est ta première audience, ta première communauté, il ne faut pas l'abandonner. Ils t'ont fait confiance, mais si tu ne leur donnes aucune info pendant un an, bah oui, après, ils ont abandonné le truc, quoi. Mais si tu expliques régulièrement où en est le projet, que tu les embarques dans une histoire, là, les gens peuvent te suivre pendant très longtemps. Donc, les interviews utilisateurs, c'est quoi? Ce sont des entretiens. C'est des moments où, en fait, on va prendre un groupe test de personnes et on va leur parler, tout simplement. On va leur parler pour comprendre vraiment leurs problèmes et avoir leur retour sur la base de notre produit. Moi, je vous recommande de définir les grands thèmes que vous voulez tester, 2 ou 3 maximum, de faire un arbre de questions avec des adverbes interrogatifs ouverts. Les questions ouvertes, ça marche mieux. Pourquoi, comment, quel. Limitez-vous à 20 questions pour 1h30 de questionnaire. Ça, c'est une autre reco. Privilégiez la qualité à la quantité. Vos sessions vont durer entre 45 minutes et 1h30. Ne parlez de votre projet qu'à la fin de l'entretien. Concentrez-vous sur le problème. Voilà les grandes guidelines d'un bon entretien. Si vous faites ça, vous allez apprendre mais des choses incroyables de ces entretiens. Incroyables. Surtout avec cette idée de toujours être ouvert. Pourquoi vous faites ça? Quelle est votre démarche? Etc. etc. Les points importants. L'outil pour faire le test importe peu. C'est vraiment l'empathie et les discussions profondes qu'on va chercher. Un simple fichier Word ou tout outil de notes est suffisant pour se lancer dans un entretien qualitatif. Une feuille Word par personne en copiant la trame à chaque fois. Vous avez besoin d'un nouveau document pour faire l'analyse. Ne pas déléguer la préparation de l'entretien. C'est essentiel que vous fassiez la préparation du questionnaire vous-même. Vous devez soigner les questions que vous allez poser à votre cible. Vous pouvez néanmoins le faire relire et faire des entretiens test avec des proches avant d'interroger votre cible pour voir si les questions sont facilement compréhensibles. Donc, écrire de bonnes questions, comment on fait? On écrit une question sans donner les exemples de réponse. Donc, par exemple, ça, ce serait, si je reprends mon exemple de Uber, qu'est-ce que vous aimeriez avoir comme solution pour trouver vos clients, pour trouver vos taxis? Une application mobile qui vous permet de voir les taxis proches de chez vous? Non. Là, c'est un mécanisme psychologique un peu traite qui est en train de se passer. Vous avez tellement envie de valider votre idée d'entreprise que vous orientez les personnes avec qui vous faites l'entretien vers votre idée à vous. Mais ça ne marche pas. Ça, c'est un peu triché. Vous voyez le problème? C'est ce qu'on appelle dans les sondages les questions de confirmation, quand on Voilà. veut plutôt faire venir l'interlocuteur faire quelque chose. C'est pas un vrai questionnement. C'est ça. On sait vers quoi on Ça veut colle pas, orienter. quoi. Ça colle pas. Donc non, il faut faire très attention à ça. Et l'entretien, c'est pour les futurs potentiels clients, mais aussi pour des clients existants. Enfin, en fait, il faut le faire tout le temps, les entretiens. Moi, je suis vraiment un fan de ça. Je pense que quel que soit le stade du projet, c'est très utile, mais vraiment spécifiquement au démarrage pour ne pas se tromper. On avance toujours sur notre histoire d'entreprendre à partir de rien avec réduire le risque financier via les précommandes, évidemment. Ça change absolument tout. Exemple, en ce moment, vous pouvez aller sur Ulule. D'ailleurs, je vais y aller en même temps que je vous parle. Voilà, on est le jeudi 22 juin et la campagne de l'entreprise Luni, qui a créé la boîte à histoire, va se terminer dans 31 heures. À l'époque où j'ai fait la capture d'écran, c'était il y a quelques temps parce que j'ai préparé cette conférence en amont, bien sûr. Je ne l'ai pas préparée ce matin. Il restait 19 jours à l'époque où j'ai fait les slides. Mais aujourd'hui, il reste 31 heures. Vous pouvez y aller sur le site du LUL. Vous allez trouver la campagne. Tiens, je vous donne le lien dans le chat. L'Uni Flamme. Il y a déjà 11 000
402 pré-ventes. Il y en avait 6 876 à l'époque des slides. 11 402, 10 800 personnes ont contribué. C'est incroyable. C'est-à-dire qu'avant de produire leur baladeur interactif, c'est un petit baladeur pour les adolescents. Le but, c'est de remplacer l'iPhone avec un appareil qui fait juste raconter des histoires de sorte à ce que les ados ne soient pas sur l'iPhone avec toutes les applications, machin, les réseaux sociaux, enfin bref, l'enfer, quoi. Donc, c'est juste un baladeur qu'on écoute, un peu comme un nouveau Walkman, et qui diffuse des histoires pour adolescents. Ça va coûter cher de le produire. L'entreprise, là, a prévendu déjà 11 402 produits. Ça veut donc dire qu'ils vont toucher l'argent là, maintenant. Ils vont donner une petite commission au site qui a été utilisé pour faire cette campagne, qui s'appelle Ulule, qui est un site de financement participatif. Et ils ont dit à ces 11 000 personnes, il faudra attendre un petit peu pour recevoir le produit. Donc, si on va sur la page, tac, 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 comment ça marche? Livraison avant Noël 2023. On est en juin. 6 mois d'attente. Les gens sont prêts à acheter 6 mois à l'avance. Vous voyez ce que je veux dire? Ça, c'est incroyable. C'est incroyable. Ils ont choisi l'usine en janvier. Ils ont écrit les premiers livres audio en mars. Et puis là, ils vont pouvoir aller voir l'usine maintenant avec 11 000 précommandes. Le produit, c'est... il y a plusieurs modèles, mais en gros, c'est 100 euros pour résumer. Donc, si on fait les calculs, 11 000 fois 100 euros. Ça fait 1 100 000 euros. Donc là, ils vont encaisser, bon, il y a moins la commission d'Ulule, environ 1 million d'euros. Vous voyez à quel point c'est génial. Vous avez de la trésorerie. Ensuite, vous dépensez cette trésorerie pour payer l'usine. C'est quand même beaucoup mieux que la situation où vous allez voir l'usine, vous achetez les produits, vous dépensez de l'argent que vous n'avez pas encore, et ensuite vous vous retrouvez avec du stock qu'il faut vendre. Mais là, c'est l'inverse. Vous vendez d'abord, vous récoltez 1 million d'euros, et ensuite vous dépensez pour produire. Et il vous reste Alexandre, une j'avais marge. noté la question de Stéphane, mais elle est revenue plusieurs fois. C'est quelque chose qui fonctionne bien quand tu as un produit à présenter. Pour les prestations de services, alors on a la question très, 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 très souvent sur les techniques commerciales. En prestation de service, comment tu fais pour l'illustrer, pour donner envie, pour avoir des testeurs C'est clairement pas un Ouais, produit alors que tu peux montrer, quoi. tu peux pas vraiment fonctionner comme ça pour les prestations de services. Par contre, ce que tu peux faire toujours, c'est penser plutôt ta gamme de prestations de services en te disant, j'ai une première prestation qui est une prestation de test pour que les personnes apprennent à me connaître et me fassent confiance. Et ensuite, j'ai une prestation qui est régulière. Donc, par exemple, si je me lance en tant que développeur de site Internet, je vais avoir une première prestation avec la personne qui est de l'aider à penser la structure de son site, l'outil informatique qui doit être choisi, lui faire un plan. Et ça ne va pas coûter cher, mais moi, ça ne va pas me prendre beaucoup de temps. Mais ça me permet de créer une base de confiance et donc de pré-vendre ce qui va après. Et puis Ça bien. le financement participatif, c'est une manière, ok, d'avoir du financement, d'avoir des testeurs, mais aussi surtout de communiquer. Et communiquer sur une prestation de service, ça peut être l'histoire, le storytelling, la passion. Et oui, tout à Et fait, ouais. complètement. Et c'est intéressant le retour de Hermonie qui dit qu'elle hésite à faire appel à faire du financement pour l'édition de livres. Je craignais que ça paraisse amateur. Bah non, tu vois, c'est pas du tout amateur. Là, on est quand même sur un record énorme côté, euh, côté Uni. Enfin, c'est un des plus gros succès de l'histoire de Ulule. C'est pour ça que je voulais vous le montrer parce que je trouve que c'est quand même une très belle histoire. Et évidemment, pour ça, il faut apprendre à faire de la communication, il faut apprendre à faire du marketing.
Nous, on a plein de formations là-dessus chez Live Mentor. C'est vraiment le point sur lequel on accompagne le plus les personnes en formation parce que c'est essentiel. Mais c'est une question de prendre la parole, c'est une question de savoir communiquer sur Internet, savoir écrire. Et ça permet d'avoir ce genre de modèle financier avec les précommandes. Vous voyez, c'est vraiment essentiel. C'est là-dessus qu'il faut se concentrer. Alors, 16h50. Peut-être qu'on passe à la présentation de l'ADI, Simon. Oui, sauf si il y a quelques questions peut-être. Parce que du coup, oui, on a un petit peu de Alors, temps. ouais. Alors, par exemple, question de Lucie. Auriez-vous des exemples pour vendre nos prestations en tant que psychologue, ergothérapeute, assistant social, diététicien? Donc oui, Voilà, je me lance en ça prestation. j'en ai plein. Je ne sais pas si je peux partager des liens là dans le chat. Oui, Euh, vas-y, vas-y. mais j'ai deux ressources qui peuvent aider. Donc la première, c'est un cours gratuit qu'on a créé sur le référencement naturel. Donc c'est une série de quelques cours qui sont envoyés par mail. Lucie, tu peux suivre ce cours. Ça t'explique notamment en tant que thérapeute comment créer un site internet et un référencement naturel qui te fait remonter sur les recherches de thérapeutes à un endroit donné. Donc, je ne sais pas où tu habites. Imaginons que tu habites à Meudon et que tu sois ergothérapeute à Meudon. Et ben, tu vas créer ton site et créer ta présence sur Google Maps de sorte à ce que quand quelqu'un tape ergothérapeute à Meudon, il tombe sur toi. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est de choisir euh, un réseau social et un seul, pas plusieurs, surtout pas plusieurs, où tu vas commencer à donner du contenu gratuit autour de problèmes de santé. Imaginons que tu sois diététicien, spécialisé dans l'alimentation des femmes enceintes. Il y a plein de sujets très spécifiques d'alimentation quand on est une femme enceinte. Et bah, tu vas choisir, par exemple, euh, de faire des vidéos sur YouTube, que manger quand on est enceinte, et notamment peut-être quand on est enceinte de jumeaux, par exemple. Et ces vidéos vont aider des personnes qui passent dessus et derrière, bah, permettre de construire ta légitimité pour donner envie d'aller plus loin et de prendre une consultation avec toi. OK? Pourquoi un seul Gwenaël? Parce que la charge mentale d'en gérer 2, 3, 4, mais c'est une folie. Et peut-être que vous dites, oui, mais telle entreprise, elle en a plein. Mais oui, mais l'entreprise, elle n'a pas commencé avec plusieurs, elle a commencé avec un seul. Rappelez-vous le skateboard. Skateboard, vélo, scooter, moto, voiture. OK? Hmm. Étape par étape, même plus que étape par étape, c'est faire avec ce qu'on a, de manière incrémentielle, et puis on rajoute des petits bouts, ça grossit comme ça. Exactement. Ouais, ça c'est vraiment, il faut l'avoir en tête tout le temps. Après, on peut rester aussi sur le skate, hein. C'est valable aussi pour les créations de beauté. Oui, complètement. Oui, ce que tu dis, Complètement. c'est. Parce que moi, je parlais du storytelling. Toi, tu parles plutôt du côté blog, vlog, donner des Oui, conseils, ce qui est une activité, effectivement. Alors, ça peut être chronophage, mais parallèle à votre cœur de métier qui va vous faire avoir des revenus d'activité, mais c'est votre voie de communication, en fait. ouais, Le côté blog. top. Voilà. Alors, Euh, ouais, je vais vous présenter très rapidement l'ADI avant de te j'ai- relaisser conclure. J'avance sur Euh, les slides. Oui, vas-y, je te laisse gérer. Ok. Alors, vous êtes arrivé probablement par le site de l'ADI aussi, mais peut-être par Life Mentor. Donc, juste vous présenter ce qu'on fait très très rapidement. L'ADI, c'est une association. Grosse association, parce que vous voyez tous les petits points rouges sur la carte, c'est là où on est. Enfin, c'est là où il y a les bureaux fixes, les agences de l'ADI. Et là où il n'y a pas de points rouges, on est là quand même sur des permanences avec des partenaires, sur des agences mobiles et dans les autres mers aussi. Et le but, c'est de accompagner, alors, globalement accompagner les créateurs d'entreprises et puis les entrepreneurs déjà en activité aussi quand il y en a besoin, euh, par plusieurs outils, mais l'outil vraiment historique, cœur de métier de l'ADI, c'est le financement, c'est le microcrédit. Le principe de la microfinance qui
existe très peu en France, en fait, à part l'ADI, ça n'existe pas, parce que c'est un outil qui existe plutôt dans le développement économique des pays en développement, justement. Et, euh, et il a été monté il y a 35 ans presque à l'ADI pour pouvoir répondre aux besoins de financement des entrepreneurs qui créent leur propre emploi, des petites entreprises, des micro-entreprises, mais qui ne peuvent pas demander de financement bancaire. Ça concerne beaucoup plus de monde qu'on le croit, hein. Il y a forcément les personnes qui sont Hmm. fichées sur endettés, mais il y a aussi des activités qui sont à risque d'un point de vue bancaire ou qui sont avec peu de visibilité, des personnes qui sont en minima sociaux, etc. Donc, voilà. Tout ça, c'est la dit. Et le but, c'est de pouvoir réinsérer par la voie économique. Donc après, retourner à la banque si besoin. Donc ça, c'est le financement. Et à côté, je sais plus ce que tu as après, pourtant j'y suis, mais sur le... Ouais. Voilà, donc à côté, c'est tous les dispositifs d'accompagnement qu'on a aussi. C'est à la carte, hein, donc on peut très bien venir chercher que le financement. On peut venir chercher tout l'accompagnement possible aussi. Alexandre, tu le disais tout à l'heure, forcément, quand on est soit sur son cœur de métier, je suis artisan, je vends un produit, etc., c'est mon cœur de métier. Mais un entrepreneur, c'est à la fois un artisan, par exemple, mais c'est aussi un commercial, c'est aussi un RH parfois, c'est un comptable, voilà. C'est plusieurs métiers en un, et donc il faut se faire accompagner pour ça, et il faut se faire former, il faut se former. Donc on a du coaching individuel avec nos bénévoles, parce que c'est une asso, donc on travaille avec des bénévoles, des formations courtes, c'est genre 3 jours, donc c'est vraiment les bases, hein. Et puis de l'accompagnement un peu plus dans la durée aussi si besoin, après le financement, après la création de l'entreprise, post-créa. Euh, voilà. La slide d'après, c'est ce que je vous disais, donc c'est le financement. Bon, là, c'est pas assez détaillé, j'aurais dû détailler plus, mais en gros, parce que là, ça vous présente en gros le microcrédit qui va lui jusqu'à 12 000 euros en fonction du besoin, bien sûr. Mais au-delà du microcrédit, pour compléter le plan de financement et puis alléger la charge que représente le crédit, on a toujours des prêts, ce qui s'appelle les prêts d'honneur, donc c'est prêts à taux zéro, et en plus des subventions, des aides en fonction du secteur d'activité. Et très très souvent, c'est plutôt en fonction des collectivités locales, donc en fonction des régions aussi. On a des primes en plus pour ça. N'importe quel statut juridique, n'importe quelle forme d'entreprise, n'importe quel besoin, vous voyez, c'est beaucoup pour des véhicules, hein. C'est vraiment un- une thématique en forte tension en ce moment, la mobilité, et la mobilité des pros aussi, avec les réglementations écologiques notamment, qui font que même le marché de l'occasion est très cher. Donc on a beaucoup de demandes sur la mobilité, mais forcément aussi toujours sur des outils, sur de la trésorerie, sur du digital, hein, un site internet, tout ça. Voilà, donc un petit peu tout. Il y a des questions dans le Non, non, chat. Il y a ouais, des questions dans le chat. oui, Est-ce que c'est obligé de prendre un crédit avec l'ADI pour être la prime. accompagné? Ah oui. Et la Alors, prime si vous ne savez aussi. pas de quel montant vous avez besoin au départ, mais justement, nous, on est aussi là pour ça, pour le chiffrage, hein, donc ça n'a pas de souci. Pour l'accompagnement, vous pouvez venir d'abord suivre quelques ateliers, il n'y a pas de souci, les ateliers sont pris en charge. C'est gratuit. Bon, c'est pas bien de dire que c'est gratuit parce que tout a un coût, mais en fait, c'est pris en charge. Donc, à la fois par les subventions, enfin les subventions, c'est beaucoup même par du mécénat plutôt, et puis par les remboursements du crédit, des autres microcrédits qui font que, en fait, juste pour entrer très très vite fait dans le détail, le modèle économique de l'ADI, c'est en grande partie, enfin c'est à la fois sur les subventions, sur le mécénat et sur le remboursement des crédits. Donc les ateliers ils sont pris en charge, vous pouvez venir, il n'y a pas de souci. La prime pour les jeunes entrepreneurs de 3 000 euros proposée par l'ADI a été remis en place. Ouais, ça c'est un dispositif. J'ai peur de dire une bêtise, parce que des fois je confonds. C'est pas bien. Ouh là là, je suis fatigué, pardon. C'est un dispositif, effectivement, France Relance, dans le ministère du Travail, etc., qui a été mis en place l'année dernière, et on est plusieurs assos à la distribuer. Il y a une partie accompagnement, une partie financement pour les moins de 30 ans, effectivement. Et donc là, le ministère
relance à partir de là, juillet, sur un volet 2, donc cette année, mais ce sera 1 000 €. Voilà. Et donc, ça va être repris. Un peu Voilà. moins cher. Un peu Un peu moins moins de. cher, et ouais, Non, mais c'est une deuxième enveloppe. Parce que normalement, voilà, les aides publiques comme ça, c'est toujours on a une enveloppe. Une fois que l'enveloppe est épuisée, bah, il faut aller non. négocier, chercher d'autres projets. Mais alors, avoir deux enveloppes successives sur un même projet, c'est Ouais. exceptionnel. Donc au moins on l'a. Et, C'est vrai. et voilà. Voilà. C'est pour ça, Euh, ne tardez pas, quoi. C'est le moment d'y aller, parce que bon, on sait jamais oui, à oui, quoi oui. ça ressemblera dans quelques années, hein, le paysage des Bah, aides. les aides publiques, on en a de moins en moins. Aujourd'hui, on a de plus en plus, je vous dis, par du mécénat, donc par des aides privées. C'est pas bon, c'est pas toujours. Mm. Bon, nous, en tout cas, les personnes avec qui on travaille, on fait en sorte que ce soit quand même éthique, mais parce que c'est beaucoup pour des aides pour la transition écologique, par exemple. Mais c'est vrai que les aides publiques, aujourd'hui, l'État, c'est de moins en moins. C'est pour ça que je dis c'est plutôt les collectivités locales. Mais ce qui fait Mm. que bah, il y a des régions ou des territoires où on n'a pas du tout d'aide publique pour la création. Ou alors c'est vraiment pour des projets très innovants, numériques, donc ah, voilà, des projets qui coûtent de l'argent. Mm. Voilà. Mm. Ok. Ouais. Il n'y a pas d'avantage Vimy entre l'ADI et la banque. C'est pas pardon, concurrentiel en fait. Si vous pouvez aller à la banque, allez à la banque. Vraiment. C'est nous, on est là pour les gens qui n'ont pas le droit au crédit bancaire. Voilà. Un coup de pouce quoi pour le démarrage. Voilà. Euh, Est-ce que tu veux que je passe la slide d'après ou quelques questions encore? Ah oui, si, alors la slide d'après, elle est importante parce que c'est un outil, je vais vous remettre le lien. C'est un outil qu'on a monté sur notre site internet adi.org qui, tu peux afficher hein, si tu veux, enfin, c'est pas, qui, oui, en fait, c'est un parcours en ligne où vous pouvez, où il y a plusieurs étapes, donc vraiment l'étape très idée du projet, l'étape on structure plus le projet, une étape chiffrage même à la fin pour anticiper un plan de trésorerie, tout ça, et donc vous faites ça en autonomie, mais à chaque fois avec de l'accompagnement à distance si besoin. Et ouais, franchement, allez le voir, je vous remets le lien parce que je trouve on n'en parle pas assez. Alors, ça peut pas, enfin, c'est pas, ça remplacera jamais un accompagnement humain, je pense, et puis voilà, d'un centre de formation non plus, Alexandre, mais, mais ça vous donne pas mal de billes. Bien sûr. Voilà. Super utile. Ouais, j'ai testé vraiment, je Tu recommande vas à tout le tester? monde. Ouais, d'aller jeter un œil dessus, c'est extrêmement utile. Ouais, moi je le vends beaucoup. C'est pas moi qui l'ai monté, c'est des collègues à moi, hein, mais franchement, c'est un gros travail et c'est très très complet. Donc, allez tester. Top, Euh, hein. voilà. Je te laisse conclure. Et puis je vais mettre Allez, bah, les liens écoutez, pour les replays. ouais, je vous présente Live Mentor en 2-3 minutes. Déjà, avant ça, bah, j'espère que ces conseils vous ont parlé, de partir de votre passion, de partir des problèmes, de faire super attention justement aux finances en optant pour les précommandes et donc en développant les compétences en communication, en marketing qui permettent de faire des précommandes, justement, d'avoir des bons flux financiers. Chez Live Mentor, qu'est-ce qu'on fait? Bah, on forme des entrepreneurs, des porteurs de projets. La- le chiffre n'est pas à jour. On est passé à 20 000 entrepreneurs formés depuis 2016, donc ça fait 7 ans. Désolé à nouveau. Et on a plus de 100 mentors qui sont tous entrepreneurs, eux-mêmes ou elles-mêmes. Voilà, ça, c'est essentiel pour nous, qui accompagnent les personnes qui suivent nos formations. Voilà, tous les créateurs, créatrices d'entreprises qui suivent des formations chez Live sont accompagnés par des personnes qui sont elles aussi entrepreneurs et qui font ça en parallèle de leur activité. Les formations qu'on propose, je pense avoir une slide dessus, mais non, sont majoritairement des formations en communication, comment se faire connaître sur les réseaux sociaux, comment monter son site internet, comment trouver le bon modèle économique, comment percer sur YouTube ou sur Instagram. On a aussi une formation à la vente qui est assez prisée. Comment faire son premier devis, comment négocier ses prix, comment répondre aux objections. Donc moi, j'ai vraiment voulu mettre en place des formations qui sont concrètes, activables, qui ne sont pas théoriques, qui ne sont pas
voilà, je dirais un peu déconnecté de la réalité d'entrepreneur parce que les formations d'école de commerce, et moi je suis passé par une école de commerce, sont peut-être intéressantes si on veut gérer un grand groupe, mais quand on est entrepreneur et qu'on a juste besoin de trouver ces 10, 15, 20 premiers clients, elles ne sont pas vraiment efficaces. Donc voilà, ça a été le point de départ de notre pédagogie, se dire comment on colle à la réalité de quelqu'un qui lance sa boîte, à sa réalité opérationnelle, sa réalité du quotidien, et comment on crée en fonction de ça le bon catalogue de formation. Et puis vous pouvez toutes les retrouver sur notre site internet qui s'appelle Live Mentor, Live mentor.com. Vous pouvez regarder les formations, vous pouvez nous appeler par téléphone, vous pouvez envoyer une demande d'information sur une des formations. Voilà, vous avez plein d'options pour nous joindre. Et en tout cas, j'étais ravi voilà, de faire cette conférence en ligne avec Ladi parce que le thème entreprendre à partir de rien me touche particulièrement et je pense qu'il faut démocratiser au maximum l'entrepreneuriat, que ça ne devrait pas être une question d'héritage, de patrimoine, de famille. Donc, Ouais. j'étais très content de pouvoir vous partager ces quelques éléments. Merci beaucoup, Alexandre. J'espère que ça vous Merci. a inspiré. Voilà. Et je vous ai mis là les liens pour la chaîne, les deux chaînes YouTube, donc de l'ADI et de Live Mentor. Pour le replay, ce sera en replay demain, de mon côté. Et puis voilà, aussi la liste des prochaines conférences sur des sujets toujours très variés, du numérique au commercial. On a à chaque fin du mois, c'est des témoignages d'entrepreneurs qui sont passés par l'ADI aussi, sur des sujets variés. Donc voilà. Et puis au plaisir, Alexandre, de te recevoir de nouveau, quand tu Avec, veux. euh, avec très grand plaisir. Merci beaucoup. Et ben voilà, je regarde s'il y a quelques petites questions encore, mais ça, je pense que c'est bon. Merci à tout le monde. À bientôt. Bonne fin de Salut à journée. toutes et à tous. Merci encore, merci Ciao. Alexandre. Salut.